Donc s'il y a des questions sur le côté médical et chirurgical, on va faire les questions maintenant et puis après on fera les présentations kiné et podologue. Comment se fait-il qu'il y ait plus de lésions de la corne postérieure du ménisque interne alors que c'est le ménisque externe qui bouge plus? Tu l'as dit, un ménisque externe, il bouge plus, c'est le ménisque de la mobilité, donc il accompagne les mouvements d'un genou, alors que le ménisque interne, il est beaucoup plus restreint. Donc en fait, dès qu'il y a un mouvement un peu... dès qu'il y a trop de mouvements pour lui, il va avoir du mal à... C'est un catch. Il va avoir beaucoup plus de mal à absorber les contraintes, il va être beaucoup plus sensible à des mouvements pathologiques, donc c'est lui qui va se léser le plus. Après, il y a une particularité aussi qui est le morphotype. On a 90% des gens à avoir un morphotype varus, et donc on va avoir plus de contraintes sur le compartiment médial. Il y a d'autres questions? Est-ce que tu peux opérer toutes les lésions verticales de ménisque, même quand elles sont en zone blanche, ou il y a un moment où tu es obligé d'enlever un morceau? C'est une excellente question. Sur le schéma de Jocelyn, il y a zone rouge-rouge, zone rouge-blanc, zone blanc-blanc. En zone blanc-blanc, on sait que c'est une toute petite partie du ménisque, que la suture elle est vouée à l'échec et donc il faut les retirer. On a dit 10 à 15% d'échec, mais c'est quand même une nouvelle chirurgie pour le patient. Il faut savoir s'abstenir d'une suture qui serait vouée à l'échec, en sachant que tu retires une petite partie du ménisque. Donc tu as raison, zone blanc-blanc, il faut retirer. Et en zone blanc-blanc, c'est plus des languettes. C'est pas, tu vois, une lésion verticale qui part d'arrière vers l'avant, c'est plus une languette, quelque chose qui se balade dans le genou. Et ça, il faut le retirer. Moi j'avais une question, je suis toujours à quel moment est-ce qu'on fait une PRP, une infiltration d'acide hyaluronique et une infiltration de corticoïdes? Moi je fais des infiltrations de corticoïdes quand tu as vraiment... c'est bon. Quand tu as vraiment un contexte inflammatoire très, très fort, une synovite, tu as un genou vraiment, un épanchement de synovite vraiment énorme avec une grosse impotence, pour débloquer un petit peu la situation, comme une sorte de petit starter, quoi. Et ça, c'est la seule chose. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment avis antalgique. PRP versus visco, alors il n'y a rien qui, il n'y a aucun consensus par rapport à ça. Moi je m'aperçois de plus en plus, et sur ce que je lis aussi dans la littérature, que c'est complémentaire en fait. Le PRP a un rôle donc angiogénique, antibactérien, proliférateur pour les facteurs de croissance des plaquettes, etc. Alors que le gel, donc l'acide hyaluronique, ancien traitement historique de l'arthrose, fait par les rhumatologues il y a plus de 20 ans, même plus encore. Ça c'est plus un côté mécanique. On va avoir un confort, c'est vraiment le confort mécanique de l'articulation. Donc souvent, moi j'associe les deux. Je fais un protocole avec une injection de PRP et un mois après une injection de gel. Certains centres font 2 injections de PRP entre 2 et 3 semaines d'intervalle. C'est très discutable. Le gel est en train un petit peu de mourir parce que c'est quand même un corps étranger. Voilà, souvent on faisait des prélèvements aviaires, en fait, c'était des crêtes de coq. Au début c'était des ailerons de requin, alors les écolos ils n'aimaient pas trop, ils avaient un peu raison. Alors les coqs on les mange, donc au final, plutôt que les jeter à la poubelle, on récupère leurs crêtes. Et effectivement on les broie et on en fait de l'acide hyaluronique, donc ça reste un corps étranger. L'idée c'est que le PRP c'est autologue, donc c'est toi qui fournis ton corps. Voilà. Donc concrètement, le gel c'est en train un petit peu de diminuer au profit du PRP qui est plus sain et tu ne peux pas faire de rejet puisque tu es autologue. Voilà. Pardon ? Même indication. Voilà. Traitement de l'arthrose, des chondropathies, des méniscopathies. Moi, je voulais savoir si vous
vous utilisiez des questionnaires de qualité de vie pour juger de l'impact de la pathologie? Et si oui, lesquels pour qu'on puisse utiliser les mêmes? Alors, tu as complètement raison, c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'au-delà du COUS, du LICHOLM, etc., il y a des scores de qualité de vie, notamment le SF, formule courte, je crois que c'est le 12, et la formule longue, le 36. La qualité de vie, tous ces scores-là, moi je les utilise pas en pratique quotidienne, je les utilise plus sur des visées de publication. Après là, sur la pathologie méniscale, on est sur une pathologie quand même peu invasive, et l'intérêt de ces scores-là est moins important. Mais je pense que ce que tu veux dire, c'est l'importance de la qualité de vie et de l'impact d'une chirurgie dans le quotidien d'un patient. Et ça, on y est extrêmement sensible. Et moi, avec mon infirmière de bloc, on travaille sur le parcours du patient. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit une expérience plus qu'une chirurgie. Donc, tout le préopératoire et le post-opératoire est guidé par ça. Le geste chirurgical, c'est un épiphénomène. Parce que le patient, il veut que ce soit bien fait. Mais il veut juste aussi connaître l'heure d'arrivée, il veut descendre dans une tenue propre, il veut avoir une sucette à la bouche quand il descend pour le côté ludique, il veut qu'on le rappelle à 15 jours, il veut être vu à 1 mois. C'est ça qui est important. Mais non, en pratique, en routine quotidienne, je le fais pas. Pour les publications, oui, mais pas. À la suite de l'examen clinique, de l'examen paraclinique que tu as sur les mains, quelle est la part d'incertitude quand tu es au moment de l'arthroscopie? Tu sais ce que tu vas avoir? Est-ce qu'il y a vraiment souvent des choses, tu tombes sur des genoux particuliers régulièrement, ou c'est souvent tu sais ce que tu vas faire? En gros, tu ne dois pas avoir de surprise. C'est-à-dire qu'il y avait un de mes chefs qui disait toujours « j'ai jamais vu ça ». C'est toujours très inquiétant. Quand un mec dit « j'ai jamais vu ça », c'est qu'il n'est pas serein, qu'il n'opère pas beaucoup, et donc c'est un peu inquiétant. Donc non, tu ne dois pas avoir de surprise, et si tu as planifié ta chirurgie comme il faut, tu n'as pas de surprise. Et c'est pareil sur ce que je disais, les nouvelles lésions, les rampes, les racines. Un qui dit « ah putain, je suis tombé sur ça, mais j'avais pas le matériel pour le faire ». Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que si tu programmes un patient en bloc opératoire pour un croisé, tu sais que tu peux avoir une rampe, tu sais que tu peux avoir une racine, donc tu sais que tu dois avoir le matériel. Sinon tu ne mets pas le patient en bloc. Parce que ce qui se passe entre l'IRM et la date de chirurgie, parfois c'est différent. Donc non, il y a parfois des lésions plus importantes que tu ne le pensais, mais tu pars toujours sur ce que tu as planifié et il n'y a pas de mauvaise surprise. Une dernière question. Pour Thibaut, simplement, si tu pars sur un syndrome mixte, c'est-à-dire que tu as un profil de patient d'un certain âge, il y a un aspect dégénératif qui connaît, mais qui dure depuis plusieurs années sur une approche médicale avec les différentes alternatives dont on parle de ça, et qui a des mécanismes lésionnels. Tu vois, il marche dans une ornière, justement, il dérobe, et qu'il ne se sort pas, qu'il ne se sort pas après de cette situation où régulièrement reblocage, on ne récupère pas après flexion, la limitation sur l'extension, tous les critères un peu. Qu'est-ce que vous décidez dans ces cas-là, Doc et Chien? Moi je pense qu'il faut être très simple. C'est comme quand un patient dit j'ai le droit de faire quoi? Tu as le droit de faire ce que tu veux, dans les limites de ton confort. C'est le même principe sur la prise en charge thérapeutique, c'est-à-dire il faut commencer par le fonctionnel, non invasif, puis le médical, un peu plus invasif, l'infiltration, puis le chirurgical. Et sur ces pathologies que tu décris, il peut y avoir du traumatique sur des dégénératifs. La fameuse languette dont on a parlé, c'est fréquent. Le ménisque il est un peu usé et boum, il y a une languette qui se déplace. Ce caillou dans la chaussure, il faut venir le retirer. Sauf que sur les gestes, quand on dit save the meniscus, on a dit l'abstention, on a dit la suture. Au milieu, il y a la ménisectomie. Retirer ce petit fragment, c'est une ménisectomie économe. Il faut retirer que ce fragment. Tout le reste du ménisque qui est abîmé, on le laisse en place. Et tu as raison, ça arrive. Et typiquement, ce que tu as dit sur le cinquantenaire descente en randonnée, il entend un gros clac, c'est typique. Il a un genou qui est énorme, etc. Et c'est souvent des avulsions de la racine postérieure du ménisque médial. C'est encore autre chose. Mais il faut les réparer, celles-là. Parce que sinon, on dit qui sauve death, c'est 3 mois après, ils ont de l'arthrose. Et juste, c'est un peu
truc qu'on n'a pas dit, mais aussi il faut prendre son temps. C'est vrai que là on est dans l'immédiateté, maintenant les patients ils veulent être guéris tout de suite. Mais pour de vrai, vous allez chez votre dentiste, il voit une première fois, il regarde les dents, la deuxième fois il gratte la dent, troisième fois il prend les empreintes, quatrième fois... Non, vous avez le droit aussi de voir le patient, faire le diagnostic. Moi, effectivement, dans ce cas-là, tu vois, le cas que tu es en train de dire, moi je refroidis un peu le truc, je le reconvoque, tu vois, 2-3 mois après pour voir. Et moi j'ai des gens qui je reconvoque 2-3 mois après, ils vont hyper bien. C'est ce juste lieu qui n'est pas toujours évident, c'est-à-dire que quand on commence à arriver sur 3-4 mois où tu as eu plusieurs interventions après sur le degré médical, tu t'avances toujours pas en fait sur un retour fonctionnel d'un impotent, c'est que tu as quelqu'un dégradé. C'est toujours cette balance à quel moment on déteint, parce que tu parles accélération de l'arthrose à un certain moment, voilà, comment on réagit ou à quel moment on réagit. Moi, tu vois, la séquence dont je parle, la PRP visco que je tente, je le fais jamais à chaud, je le fais jamais sur un genou inflammatoire. Je refroidis avec une infiltration ou de la kiné, des anti-1, du repos tout simplement, et je reconvoque le patient. Alors effectivement, les gens maintenant, ils ne veulent plus attendre. Ils ne veulent plus attendre rien, les gens. Ils veulent être tout de suite soulagés. Pour de vrai, c'est complexe. Hein. Et moi, j'ai des gens qui après me remercient, qui me disent « Ah putain, vous avez raison, on est 3 mois après, j'ai plus mal. Putain, vous avez bien fait de ne pas me toucher le genou il y a 3 mois. » Et je vous promets que c'est vrai. J'ai des gens qui reviennent 3 mois après en disant « Je suis content. » Et l'arthrose, premier cours numéro 1 sur l'arthrose, c'est évolué par poussée en fait. Vous avez des gens, vous les reconvoquez 6 mois après, ils n'ont plus mal. Ils vont avoir mal dans 2 ans, ils vont refaire leur poussée, et après voilà. Donc la maladie des articulations, c'est une maladie où il faut prendre son temps. On a des urgences sur le terrain de sport, les chutes, etc. Il y a quelques urgences méniscales quand vraiment il a dit des lésions traumatiques graves, mais pour de vrai, ce sont des lésions où on peut prendre son temps. Voilà. Ça, c'est vrai que je n'avais pas trop dit. Prenons notre temps tranquille.